Nous enchaînons donc avec cette table ronde sur la numérique et démocratie. Petite question, un petit débat pour un temps immense de 20 minutes. Toujours en compagnie de vos questions, vous êtes les bienvenus. Et surtout en compagnie de Raphaël Dehan, donc magistrat au tribunal administratif de Paris et auteur également de Si Rome n'avait pas chuté. Et ça a été coécrit avec quelqu'un d'autre, je crois. Oui, avec justement une intelligence artificielle dont on va parler, je crois, mais plus tard. Exactement, merci Raphaël. À vos côtés, Stéphane Bouillon, vous êtes secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Merci d'être ici. Et à côté de moi, Jean Massier, juriste de formation. Oui. Et preuve qu'il y a une vie après le droit. Il y a une vie après le droit, Jean, puisque aujourd'hui vous êtes créateur de cette chaîne, votre chaîne Twitch qui s'appelle Backseat, cette émission politique qu'on peut retrouver, je crois, tous les jeudis soirs. Ouais. Donc, demain. Ouais, absolument, demain soir. Demain soir. Et vous participez à la vulgarisation de notre démocratie depuis très longtemps maintenant. Et du droit. Et du droit. Et surtout du droit. Et c'est vrai que c'est d'utilité public. Stéphane Bouillon, on va commencer avec vous, puisqu'il va être question dans cette table ronde aussi un peu de guerre informationnelle, même si je sais que vous préférez peut-être le terme de compétition stratégique. Expliquez-nous déjà quel est votre rôle. Mon rôle, c'est d'abord d'être paranoïaque. D'être paranoïaque, c'est ça ? D'être paranoïaque, ouais. Exactement. Il y a quelqu'un derrière vous d'ailleurs. Il y a toujours quelqu'un derrière moi. Mais d'être paranoïaque, c'est-à-dire de regarder dans le flux d'informations qui nous arrivent s'il y en a quelques-unes qui sont manipulées par l'étranger de façon à amener à détourner le débat politique, à nuire à la sincérité ou tout simplement aussi à créer des troubles à l'ordre public. En gros, ça veut dire continuer à appliquer aujourd'hui la loi de 1881 sur la presse qui consistait à faire en sorte que la liberté d'expression est claire, doit être maintenue, mais que il faut pouvoir savoir qui parle et qui écrit. Et aujourd'hui encore, le droit tel que nous l'envisageons, c'est tout simplement d'essayer de savoir, non pas de dire du côté de l'administration ce qui est vrai, ce qui est faux, mais de pouvoir dire, là vous êtes en train de discuter avec votre voisin, avec des gens sur Twitch ou d'ailleurs, ou vous êtes en train de discuter avec un salarié de Prigojine, enfin d'ex-Prigojine, ou un agent chinois, ou un agent de n'importe quel autre pays, ou l'agent tout simplement, ou un salarié d'une entreprise qui a envie de vous faire croire ce qu'il veut. Et donc, j'imagine que quand on est face à cette tâche, quand on connaît justement les réseaux sociaux, quand on connaît la puissance aussi d'influence, la capacité également de désinformation, les outils aussi qui sont mis à disposition, des bots, des robots, des pharmaclics, etc., c'est un petit peu asymétrique finalement comme rapport, sachant quels sont les moyens, à part l'identification, de lutte. Alors, on a un service qui surveille ce qui se passe à partir d'un certain nombre de circonstances. On a travaillé avec le Conseil d'État, par exemple, lors de la campagne pour les élections présidentielles et pour la Commission nationale de contrôle, pour vérifier s'il n'y avait pas de fausses informations qui circulaient à la fois sur les candidats, sur les conditions dans lesquelles les gens allaient pouvoir voter, avec le fameux sujet des votes électroniques, et je fais référence à ce que disait l'avocate tout à l'heure, mais où on va aussi surveiller les Jeux Olympiques, on regarde ce qui se passe à travers le monde, et on regarde la manière dont certains voudraient pouvoir influencer l'opinion publique pour l'amener à voter dans un sens ou pour l'amener à critiquer tel ou tel élément ou tout simplement aussi pour amener à boycotter telle ou telle entreprise parce qu'on va considérer avec des moyens étrangers que ça vaut la peine de la faire tomber. Alors, dans ces outils qui sont utilisés, il y a l'intelligence artificielle générative, c'est votre domaine d'expertise, Raphaël Dehan, puisque en plus vous avez écrit avec elle. Comment elle est utilisée justement cette IA générative pour produire, fabriquer, propager des fausses informations? Et c'est le principal changement que représente l'IA générative aujourd'hui, c'est simplement la facilité de production en fait d'images mensongères ou de fausses informations. Je suis pas forcément très inquiet de ce point de vue-là parce qu'en fait, il me semble que le goulot d'étranglement, si on veut, pour les fausses nouvelles, pour les mensonges, pour les manipulations, c'était pas vraiment la création du contenu. Enfin, ça manquait pas de contenu mauvais, erroné sur Internet. C'était plutôt la diffusion en fait. Donc à la limite, les IA dont il faut s'inquiéter, c'est plutôt les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, c'est plutôt ce genre de choses. Alors, pas forcément des manipulations individuelles. Vous voulez dire qu'on a toujours falsifié des documents, on a toujours utilisé des outils qui étaient à disposition. Et même, pour voilà, évidemment, Photoshop permettait, en fait, même bien avant Photoshop, depuis l'invention de la photo, on sait trafiquer des photos en fait. Donc à la limite, je dirais même que la possibilité maintenant de créer aussi facilement des images fausses, qui va être en plus intégrée bientôt dans les réseaux sociaux, enfin tout le monde pourra sur Instagram, sur Snapchat, créer des fausses images de soi, va faire que les gens vont je pense, dans quelques années, se dire par principe qu'une image n'est pas vraie en fait. Et à la limite, le danger pour la vérité, c'est plutôt sur les images qui sont vraies et qui vont être soupçonnées
parmi les autres, de peut-être ne pas l'être. Et donc, en fait, ça renforce encore peut-être le rôle des institutions de confiance, de savoir exactement à qui on peut faire confiance quand on voit une image ou une information. D'ailleurs, on a eu 2 cas cette semaine d'ailleurs d'images qui étaient vraies mais qui ont été coupables d'une suspicion trop importante. Une image de référence footballistique entre le patron du Paris Saint-Germain et celui de l'OM où ils se prenaient dans les bras. On a dit tiens, c'est une fausse image, c'en était une vraie. Et puis récemment, j'ai lu ça dans le Guardian, une artiste qui avait proposé une création visuelle pour un concours et qui a été retoquée car on pensait que son image avait été trafiquée par une IA générative alors que c'était une image totalement réaliste. Donc on voit que les valeurs sont en train de s'inverser. Jean Massier, est-ce que vous, on peut se tutoyer, François, t'inquiète pas. Parce qu'on se connaît un petit peu, c'est vrai. Est-ce que toi, tu partages aussi cet optimisme, c'est-à-dire cette idée que finalement, les utilisateurs, les internautes vont avoir un regard qui va s'aiguiser et qui sont peut-être moins crédules qu'on ne peut le penser? Alors oui, on peut dire qu'il y a des images très réelles de la Terre qui est toute ronde, il y a plein de gens qui n'y croient pas. Donc tu vois, on n'a pas inventé l'intelligence artificielle pour que des personnes dans une logique de déni nient l'évidence, même quand elle est sur des images devant. En revanche, oui, je constate que sur les réseaux sociaux, il y a un côté on n'est pas dupe, qu'on voit notamment plus chez les jeunes que chez les vieux. Et ça, c'est de la sociologie à la schlag, hein. J'ai pas de chiffres pour le dire, mais on voit des jeunes qui sont beaucoup plus alertes sur les manipulations possibles des réseaux sociaux parce qu'ils y sont tellement habitués qu'on la leur fait pas. Et qui du coup ne se laissent plus avoir par grand chose, voire même qui sont désabusés, et ça pose d'autres problèmes démocratiques. Mais moi je pense effectivement qu'il y a un phénomène d'autorégulation de l'audience qui au bout d'un moment commence à comprendre et être plus alerte. Donc je ne suis pas plus inquiet que ça sur les effets que ça pourrait avoir sur les jeunes. Je suis plus inquiet sur nos démocraties parce qu'on sait très bien, et on a utilisé le mot Prigogine, on sait très bien que des puissances dans le monde entier ont bien l'intention d'utiliser tout ce que le numérique leur offre pour détourner les démocraties. Et c'est effectivement du coup un danger pour les démocraties que le numérique soit utilisé contre elles. Mais quand on dit ça, on retombe dans la facilité de ne voir que les externalités négatives du phénomène, en oubliant tout ce que le numérique rend de formidable, la possibilité pour les gens de se parler, la possibilité pour les gens de s'organiser. Les printemps arabes sont nés sur Internet, le mouvement des Gilets jaunes avec tout ce qu'on en pense, les libérations de parole, on a parlé de MeToo pour les femmes, là on est en train de voir l'émergence du harcèlement à l'école. Ça fait un siècle que des gamins sont tabassés dans des cours de récréation. Évidemment qu'on ne peut pas faire confiance à l'institution scolaire pour les représenter, leur donner la parole. Heureusement qu'Internet est là pour permettre à des enfants de parler. Donc, le numérique, faisons attention à ne pas y voir que des effets négatifs et n'oublions pas tout ce qu'il peut apporter de positif pour une société dans sa capacité à se parler. Alors, tu as évoqué effectivement le harcèlement. Je pense que c'est un autre sujet qui méritait d'être traité. Après, le cyberharcèlement, lorsqu'on entend les témoignages, amplifie peut-être ce phénomène. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu le numérique pour qu'il y ait du harcèlement à l'école. Je pense que là, on est tous d'accord, mais le cyberharcèlement va peut-être prolonger finalement ces méfaits pendant 24 heures. Et tout du long, puisqu'on ramène aussi chez soi le trouble dans son intimité. Mais effectivement, paradoxe, ambivalence, controverse et surtout ambivalence, c'est ça le monde du numérique. Et c'est pour ça qu'on essaie depuis le début de cette soirée d'éviter de tomber dans le piège du manichéisme et de la paranoïa. Stéphane Bouillon, 2 choses par rapport à ce qui a été dit. Donc, si j'en crois justement mes interlocuteurs sur la droite, qui sont plutôt rassurés en faisant confiance finalement à l'esprit critique de l'utilisateur qui va à force de l'usage être aiguisé. Donc ça veut dire que vous n'avez plus trop de soucis à vous faire. Si, j'ai toujours du souci à me faire, d'abord parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le système informatique. Deuxièmement, comme l'a dit M. Massier, il y a la démocratie, il y a les élections. Et aujourd'hui, où un scrutin peut basculer avec quelques dizaines de milliers de voix, c'est assez facile à organiser et c'est assez facile à démonter. Je vous renvoie au Macron Leaks en 2017, où heureusement qu'on a réussi à bloquer ça au dernier moment. Et ça peut parfaitement se reproduire, surtout dans les temps que nous vivons. Donc lorsque je suis paranoïaque, ça veut dire simplement que je suis payé, moi, pour regarder tous les risques qui peuvent exister à travers ça. Je crois beaucoup en Internet, de toute façon ça existe, c'est indispensable et je crois aussi que c'est un facteur de liberté absolument considérable. Vous avez rappelé toutes les circonstances dans lesquelles ça sert et il faut pouvoir s'en servir. Simplement ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens, c'est à essayer de voir qui écrit et qui parle. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la loi 1881. On en est toujours là. Est-ce que c'est un bot? Est-ce que c'est une fermatrole citée quelque part? Ou c'est vraiment mon voisin ou le candidat qui veut me parler et me dire des choses? À partir du moment où on sait ça, on fait confiance au libre arbitre des gens pour décider s'ils acceptent de le croire ou pas. Ils peuvent décider de croire Prigogine.
Simplement, il faut qu'on sache si c'est Prigogine ou si c'est Monsieur Tartemol qui parle. Voilà, on cite beaucoup Prigogine et surtout Wagner, qui, malgré la disparition de Prigogine, continue à opérer sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important de le rappeler. On peut citer aussi des collectifs comme All Eyes on Wagner, qui sont des chercheurs, des journalistes, qui bénévolement vont faire aussi de l'OSINT et qui sont justement des éclaireurs aussi, pour permettre de pointer du doigt et de montrer justement des fausses informations. Je reprends votre propos introductif, Raphaël Dohan, quand vous disiez finalement c'est le tuyau qui fait toute la différence. Donc qui dit le tuyau dit les plateformes. Et on sait très bien que cette désinformation, elle s'opère sur TikTok, elle s'opère sur Snapchat, elle s'opère sur Twitter, sur Facebook, bref, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des failles, il y a des trous dans la raquette, pour reprendre le terme de la table ronde précédente. C'est quoi justement nos moyens d'action à un moment donné avec ces plateformes? Alors on essaie d'entretenir un dialogue, on essaie de réguler, mais est-ce qu'elles nous écoutent vraiment? Est-ce qu'on est respecté? Est-ce que finalement ça sert à quelque chose? Enfin, ça sert à quelque chose, oui, mais est-ce que ça peut être efficace? C'est compliqué d'emblée en amont, parce que même d'un point de vue technique, l'afflux d'informations est tel sur Internet que de toute façon, il faut faire un tri. Et quand une plateforme présente des informations aux utilisateurs, même s'ils voulaient être neutres, en fait, ils ne pourraient pas l'être, parce qu'il y a trop d'informations, tout simplement. Et même si vous suivez une centaine de comptes sur Twitter ou sur Facebook, vous avez plus d'informations en fait, que l'écran ne peut vous en afficher. Donc, il faut qu'ils fassent un tri. Alors, aujourd'hui, le tri principal, c'est en fonction de ce que l'utilisateur aime, sur quoi il passe du temps, etc. Donc ça fait ce fameux effet d'encapsulement dans les goûts et les tendances. Et donc là, les idées aujourd'hui qui sont débattues ou mises en œuvre, c'est d'aller vers quelque chose d'un peu plus neutre, qui serait plus chronologique, et en tout cas qui évite ce phénomène d'enfermement dans sa propre sphère cognitive, sphère idéologique, en essayant d'aller proposer des contenus différents. Là, on voit effectivement dans le texte du DSA qui est entré en vigueur en août dernier, donc le Digital Services Act, on voit que dans les mesures, il y a justement de permettre à l'internaute d'avoir plutôt un algorithme qui n'est pas un algorithme de recommandation, donc le fameux pour toi, pour vous, pour toi, donc qui va avoir ce billet de confirmation qui a été maintenant largement documenté, avec un ordre chronologique, même dans le texte, c'est encore par défaut en pour vous. Donc il faut encore l'action, et d'où le travail de pédagogie et d'éducation, pour pouvoir cocher l'ordre chronologique qui est déjà... Et même l'ordre chronologique implique quand même une forme d'éditorialisation de la part de la plateforme qui va devoir aussi trouver des critères pour faire le tri entre ce qu'elle propose, même dans l'ordre chronologique. Parce que ce ne sera pas vraiment chronologique, on ne verra pas toutes les informations qui passent. Et si tu veux, le problème aussi qu'on a avec ces régulations européennes, c'est qu'elles créent des statuts spécifiques pour les plateformes, ce qui est en soi une bonne chose. C'est que ça permet de sortir du vieux débat qui, depuis 10 ans, nous enfermait dans juste pourvoyeur de réseau ou alors éditeur, qui est responsable, etc. Le problème, c'est que maintenant, on a donné un statut à ces plateformes et les législateurs vont commencer à s'appuyer sur leur force de travail à elles pour réguler les réseaux en suivant autant que possible des objectifs fixés par la loi. Et c'est là qu'on a un problème, c'est que du coup, on fait tous collectivement confiance à Google, Amazon et Facebook pour appliquer du droit. Mais moi, ça me pose un énorme problème. Il y a actuellement une régulation, et j'avais publié une tribune dans le JDD sur le sujet, une régulation européenne qui est en train de discuter de la limitation des influences des pays étrangers dans les processus électoraux européens. Très bonne idée, on est tous d'accord, oui, la Russie, ok, bon d'accord. Ils sont en train de donner naissance à une directive qui prévoit de forcer les GAFAM, donc, à limiter pendant les campagnes électorales toutes les communications et tous les débats d'ordre politique. Vous le voyez, le piège, il est énorme. C'est ennuyeux pour toi aussi. Mais c'est extrêmement ennuyeux pour moi. Mais en fait, la vraie solution, c'est ce qu'on avait, nous, avec la loi de 2018. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une instance de contrôle qui va vérifier, en effet, l'ARCOM aujourd'hui, si le débat est tordu, illicite, s'il nuit à la sincérité du scrutin, et ça doit être une instance autonome ou le juge, mais certainement pas interdire le débat. Là, on tue la démocratie. Et ce sera trop facile. Et voilà, donc le premier piège, effectivement, c'est donc on va tous faire confiance à Google. Je n'ai aucune confiance en Google pour respecter le débat citoyen sur des débats de société. Aucune. Ou alors, on crée effectivement des autorités indépendante et on retombe dans le même problème que l'ARCOM qui est sa totale inefficacité pour réguler le débat démocratique et filer à l'ARCOM le numérique, par pitié ne faites jamais ça. Malheureusement ça a déjà été fait et c'est un cauchemar. Mais... Ce qui est bien avec Jean, c'est son franc-parler. Ouais, excusez-moi, pardon, la prochaine fois je viendrai en costard et tout, je serai poli. Mais... Juste pour établir quelque chose qui peut être s'apparenter à une forme de désinformation, feu JDD, le JDD existe toujours, il a juste changé de propriétaire et il a justement gardé la marque et ça peut être une autre question de voir comment un nouveau propriétaire capitalise sur une marque. Il ne publierait pas ma tribune aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais dire. Pour prendre la défense de l'ARCOM quand même,
C'est pas parfait, mais à partir et sans doute elle manque aussi de moyens pour pouvoir maîtriser davantage les plateformes. Ça a au moins l'avantage de commencer à exister, et toute la difficulté, c'est d'avoir une capacité de contrôle, une capacité de sanction, sans mettre en cause à un moment ou à un autre la liberté éditoriale du média. Et donc, ils sont sans doute au milieu du gué, mais s'ils basculent de l'autre côté, ils risquent de devenir une autorité beaucoup trop indépendante et beaucoup trop forte, et le cas échéant, dangereuse pour la démocratie. Donc, c'est une balance qui est compliquée pour tout le monde. Et c'est ce qui rend justement le débat passionnant. Mais petite question, là on a l'impression, alors vous allez me dire si c'est un effet de communication ou non, on voit en ce moment d'ailleurs, et discuter à l'Assemblée nationale, d'ailleurs ça a retenu l'une de nos interlocutrices, la loi de sécurisation et de régulation de l'espace numérique. J'ai parlé du DSA tout à l'heure. On sent, en tout cas, il y a une volonté affichée de dire, voilà, pendant trop longtemps, c'était le Far West, on a laissé les GAFAM faire leurs lois, on n'a pas forcément tout de suite compris les usages, parce qu'il y a un temps législatif qui est toujours très en retard par rapport à un temps technologique et tout simplement le temps de la réalité. Est-ce que on sent qu'il y a une volonté de reprendre un peu la main et de se dire, tiens, et notamment sur l'intelligence artificielle, d'essayer de devancer ou du moins d'accompagner déjà un petit peu en amont. Est-ce que cette volonté-là, elle est positive? Est-ce qu'on la ressent? Est-ce que c'est qu'un effet de communication? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Votre avis à tous les trois là-dessus? Je pense qu'effectivement, il y a clairement un mouvement aujourd'hui dans ce sens-là. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'origine, les GAFA n'avaient pas tellement envie, en fait, eux, d'être laissés à eux-mêmes sur ces questions-là. Parce que franchement, pour Facebook, c'était plutôt des complications dans son travail quotidien d'aller essayer d'inspecter les différents comptes, de voir le contenu qui est partagé, de voir tout ça, ça les intéressait pas en fait. Ils auraient préféré ne pas avoir à le faire. Donc tout ça, cette histoire est assez paradoxale en fait quand on la reprend. Et alors sur l'IA, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de prendre à la racine le problème, sauf qu'en fait on ne sait pas vraiment encore comment ça va être utilisé cette technologie. Là on a ChatGPT, mais clairement ChatGPT, je pense que c'est une forme d'utilisation des modèles de langage aujourd'hui. C'est la première qui a été aussi autant popularisée, mais c'est pas sûr du tout que ça prendra cette forme plus tard. Et même, c'est quasiment certain que ça va être intégré dans plein d'autres aspects de la vie numérique et de la vie extra-numérique. Donc, je trouve que c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir réguler sur des usages qui n'existent pas encore, par définition, et même au-delà de la question du temps législatif pour arriver à la norme. En fait, la norme, on ne sait même pas ce qu'elle devrait être en réalité. Donc, je trouve que c'est ça la grande difficulté, et que ce serait dangereux d'aller réguler en amont avant de savoir quels sont les usages. Stéphane. La transparence. Il faut jouer la transparence. C'est le seul outil qu'on peut avoir par rapport à tous les usages qui peuvent être mis en œuvre sur l'intelligence artificielle. Alors, je pense aussi que l'intelligence artificielle, elle a des limites. Garbage in, garbage out, ça reste toujours la même chose. Et je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle aurait été capable ou serait capable de réinventer le cubisme derrière l'art figuratif, ou d'inventer l'ARN messager, ou d'inventer la théorie de la relativité. A priori, elle n'invente rien, de toute façon. Elle invente rien, elle récupère l'existant pour créer à partir de l'existant. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment de l'intelligence, parce que l'intelligence, à un moment, c'est le génie, et c'est tout simplement la capacité à trouver quelque chose que personne n'avait imaginé auparavant. Ça peut aussi être, la connerie générale qui fait que on fait les choses qu'on n'aurait jamais dû faire. Pardonnez-moi le nom. Mais la seule solution là-dessus, c'est imposer des règles de transparence le plus vite possible pour que les gens sachent à qui ils ont affaire, qu'est-ce qu'ils lisent, qui l'a écrit, dans quelles circonstances et dans quelles conditions. À partir du moment où on a des règles sur ce sujet, on va pouvoir commencer à travailler et à pouvoir mieux fonctionner. Et la justice aussi pourra, elle aussi, rendre justice plus facilement. Jean ? Il y a clairement une volonté de reprise en main. Et c'est pas la bonne main. Quand je vois le débat politique, quand je vois le législateur se saisir de ces enjeux-là, lui non plus, je lui fais pas confiance pour respecter les libertés. Et on le voit. En fait, vous êtes tous paranoïaques, les gars, parce que. Mais on est parano. Qu'est-ce que je te dise? Bon, non, voilà. Faites confiance à personne. Bon. Mais c'est à moitié une boutade, ce que je disais tout à l'heure, quand le Conseil d'État regarde pas la copie avant que les députés en débattent, ça donne naissance à des lois absurdes et morales de l'histoire, rendez-vous en contentieux, on réglera ça plus tard. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a encore des amendements qui sont pondus pour sortir des trucs. On va parler de l'anonymat, c'est ça, de l'anonymat. L'anonymat, excellent exemple. Ce truc est ahurissant, ne devrait même pas être débattu, mais on en fait des JT, on en fait des débats sur Internet et on en fait des amendements qui vont probablement être votés. Et soit c'est les sages de Montpensier qui vont avoir la sagesse, c'est le cas, de dégager cette merde, soit il va falloir attendre d'arriver au contentieux au Conseil d'État. Tu vois, c'est ça le problème quand on a besoin de droit. Et c'est là que le droit doit reprendre justement ses sources. C'est oui, mettons fin au Far West qu'a pu être le numérique et que peut encore être le numérique parfois, mais ne rentrons pas dans l'ultra-régulation qui bafoue les droits. Et c'est pour ça qu'on a besoin de droits, c'est pour ça que j'ai besoin de vulgariser le droit pour expliquer à des jeunes que les débats sont plus compliqués que ça. Donc ouais, là où je vais peut-être nuancer, c'est que je trouve que dans les débats actuels, on entend justement la parole
de chercheurs, on entend la parole d'associations citoyennes. Je trouve que sur ces questions, parce que on est tous peut-être d'accord qu'il y a un manque de culture numérique de la part de nos parlementaires. C'était peut-être encore plus vrai avant. On savait qu'ils étaient finalement très peu à en comprendre les enjeux. C'est normal, les enjeux sont compliqués. On l'a dit, les technologies sont naissantes, etc. Donc c'est compliqué de légiférer ou d'imaginer une proposition de loi à partir du moment où c'est un écosystème qu'on connaît peu, voire mal. Absolument. Bon. Absolument. On voit que dans les débats actuels, puisque tu as repris le débat de l'anonymat, et on voit pourquoi il te tient à cœur, mais j'ai l'impression quand même que la société civile a une voix pour pouvoir justement s'exprimer par rapport à ces débats-là. Où ça ? Parce qu'il y a des contestations, il y a des controverses sur la question de l'anonymat, par exemple. Beaucoup s'élèvent pour dire que ça n'a pas de sens. Déjà, il faudrait maintenant dire qu'il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Enfin, c'est encore un autre débat, mais qu'en gros, si on veut trouver l'identité de quelqu'un en cas de manquement, on peut la trouver. Donc déjà, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Bon, c'est pas le sujet de ce soir. Mais tout ça pour dire que j'ai quand même l'impression qu'on entend plus de voix. Mais Raphaël. Non, oui, simplement sur les questions de l'IA générative, il me semble qu'en fait, les questions juridiques qui pourraient se poser, sauf nouveaux usages vraiment totalement inédits, on peut les rattacher à des cadres qui existent déjà en fait. Je ne pense pas qu'on ait tellement besoin d'inventer, de faire des révolutions juridiques parce que, par exemple, sur les droits d'auteur, bon, il y a une question assez subtile là-dedans, mais en réalité, le droit d'auteur, il est déjà assez bien protégé. Si jamais il y a des productions de modèles de langage qui sont dérivatifs ou qui ressemblent vraiment à du plagiat d'un auteur, très bien, c'est du plagiat dans ce cas-là. Enfin, en fait, et on peut le rattacher à ça. Et après, pour les autres cas, ça devient beaucoup plus difficile, je trouve. Bon, ça c'est encore à trancher, hein, mais de dire que si un texte ne ressemble pas du tout à un auteur et que malgré tout, il a fait partie du corpus d'entraînement d'une IA. Est-ce que vraiment c'est du plagiat ? Est-ce que ça a été bon du moins, c'est en tout cas, les auteurs aux États-Unis, les auteurs de débat juridique attaquent là-dessus. Mais le cadre en fait est déjà finalement existe assez bien. Maintenant, il suffit de trouver les branchements pour le rattacher. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de révolution juridique pour cette question-là en particulier. En tout cas, la question des droits d'auteur à l'heure de l'intelligence artificielle, ça sera le débat du meilleur des mondes demain 21h sur France Culture. Allez, placement de produits également. Après tout le monde le fait, même le Conseil d'État l'a dit au début. Nous faisons cette soirée pour communiquer sur notre institution. C'est un partenariat commercial. Moi, je veux communiquer avec le public, mais est-ce que le public veut communiquer ? C'est bien ça la question. Est-ce qu'il y a une question ici dans la salle ? Sur la question de l'IA générative, je me demandais si le passage à l'échelle qu'elle permet dans la création de contenu n'était pas un problème systémique de l'IA générative par rapport au simple fait qu'on a toujours pu falsifier des propos ou inventer des choses non vraies. Sur les propos, le texte et les propos, à la limite, le texte n'a jamais été une onde de vérité. Enfin, on n'a jamais pensé qu'un texte, par principe, était vrai. Donc là, bon, on peut partager plus d'informations, fausses ou pas. Ça ne me paraît pas être un problème. La question, c'est plutôt pour les images, où oui, on peut générer beaucoup plus facilement de fausses images de chefs d'État en train de faire des choses horribles. Les deepfakes. Voilà, c'est ça, les deepfakes. Bon, ça devient très très facile. Je pense, donc ce que je disais tout à l'heure, que ça va plutôt conduire les gens à avoir, et comme Jean-Michel disait tout à l'heure aussi, plutôt un sentiment, en fait, un réflexe de scepticisme envers les images, quelles qu'elles soient. En fait, finalement, nuit plus aux vraies images qu'à la crédulité des gens. Et par contre, alors ça, mais peut-être, mon voisin sera peut-être plus compétent que moi pour en parler, c'est au niveau de l'arnaque ou de la manipulation individuelle que ça devient un problème vraiment nouveau. Parce que là, vous pouvez avoir quelqu'un qui imite la voix de quelqu'un que vous connaissez, qui a réussi... Quelque chose de chirurgical, en fait. Très chirurgical, beaucoup plus que simplement asperger Internet de fausses nouvelles, comme aujourd'hui, ça se fait principalement. La cybercriminalité le fait très bien avec ce qu'on avait appelé l'escroquerie au président, c'est-à-dire quelqu'un qui imite la voix du président de l'entreprise et qui demande de faire un virement sur un compte situé à l'étranger. Et il y a quelques mois ou quelques années, Jean-Yves Le Drian avait ainsi été utilisé pour faire transférer des fonds à l'étranger. Donc ça existe, c'est dangereux et ça pose effectivement un problème de crédibilité de la parole sur ce sujet. Ça oblige aussi les particuliers, enfin chacun, à un moment ou à un autre, à s'interroger et à doubler, à revérifier. Alors, je reviens à la paranoïa, hein, mais dans un certain nombre de circonstances, on est obligé maintenant, par rapport à cette évolution que peuvent représenter les deepfakes, que peuvent représenter l'intelligence artificielle générative sur ce genre de sujet, à prendre dans un certain nombre de circonstances un certain nombre de précautions pour savoir où on va aller. Et ça veut dire aussi, puisqu'on est sur les sujets démocratie, s'assurer que tel candidat à l'élection présidentielle, 2 jours avant les élections, ne va pas sortir une énormité qui va amener des dizaines ou des centaines de milliers d'électeurs potentiels à s'en détourner. Trump, de ce point de vue-là, est presque réconfortant, puisqu'il est capable de dire n'importe quoi, et il a des voix. Mais je ne suis pas sûr que dans nos vieilles démocraties, ça puisse marcher comme ça. Ça peut servir dans l'autre sens aussi. On a dit une grosse bêtise, et puis on s'en rend compte, et puis non, mais c'était pas moi, c'était une IA.
Oui, ça tient jamais. Mais tu vois, c'est pour ça, encore une fois, pour qu'on soit pas tous paranoïaques, que j'ai fondamentalement de l'espoir, parce qu'au bout du bout, on arrive à quoi? On arrive à se redire qu'il faut pas faire de révolution juridique, que les principes de 1881 sont les bons. Il faut peut-être les adapter à la marge, mais faisons-le à ce moment-là. Et on incite à la prudence des acteurs et des utilisateurs. C'est pas mal, moi, comme société, je trouve, basée sur la liberté, qui fait confiance aux gens en leur demandant d'être prudents. Fondamentalement, c'est une bonne idée. Donc moi, je vois pas l'avenir en noir d'un point de vue de l'avenir de nos réglementations, de nos prises en compte. Je me méfie effectivement d'un certain nombre d'acteurs politiques ou qui font semblant de ne pas l'être et qui viennent avec leurs gros sabots et qui défendent des intérêts qui ne sont pas les intérêts des usagers et qui ne sont pas les intérêts de la démocratie. Mais fondamentalement, notre discussion montre bien que ça peut bien se passer. Il y a un scénario où ça finit par bien se passer. Et je pense qu'on peut y arriver. Et je pense que grâce à toi, nous terminons sur une note d'espoir, à moins que Stéphane, paranoïaque non, bouillon, veut peut-être noircir le tableau juste et pour aller foutre dans en le l'air sens- ma chute. Non, juste pour aller dans le sens de Jean, on n'avait pas Internet, on n'avait pas le numérique dans les années 30, ça ne nous a pas empêché d'avoir l'Allemagne et l'Italie qui sont devenues fascistes toutes les deux et avec des votes. Donc ça veut dire que le numérique, c'est une chance pour la démocratie à partir du moment où on sait bien l'utiliser et où les gens et les électeurs et les citoyens arrivent à l'utiliser avec intelligence pour s'en servir, pour avoir d'autres idées. Donc se confronter. Le gros avantage de pouvoir cliquer sur tout et n'importe quoi, c'est justement de pouvoir se promener, donc d'aller chercher de nouvelles idées. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous trois. Je vous invite à vous promener en dehors de cette table du côté du Conseil d'État. Merci beaucoup.